Bienvenue, je m'appelle Sylvia Micone et vous écoutez Impact Positif. Dans ce podcast, je discute avec de simples citoyens, des entrepreneurs, étudiants, artistes, penseurs, scientifiques. Ils ont un impact positif sur la société, l'environnement. Ils inspirent, ils font tout simplement. Face à l'urgence climatique, la crise démocratique, face à une société aux inégalités croissantes, 1 million de révolutions ont surgi et des dynamiques se sont mises en place. Bienvenue dans ce monde en transition où chacun, à son échelle, peut trouver sa place et faire bouger les lignes. Ces femmes, ces hommes, je les rencontre depuis des années. Je veux savoir qui ils sont, pourquoi ont-ils lancé leur projet, comment ont-ils eu l'idée, quelles sont les solutions qu'ils proposent et pour quels impacts. Est-ce que tes auditeurs trouvent ça normal qu'une boîte comme Apple ne paie pas ses impôts en France ? Et pourtant, vous êtes en train d'écouter certainement ce podcast sur un iPhone. Est-ce que ce monde-là va continuer à subsister ? Moi, j'y crois pas. Moi, je pense, et ça c'est poussé, on va dire, par une génération au départ, qui est une génération de ces millennials, comme on les appelle, ces moins de 30 ans, qui ont une vision différente de ce monde, qui ont une vision de l'être plus que de l'avoir. Mais ça a un impact sur la génération d'avant, sur ma génération, qui était une génération qui était que dans l'avoir. Ma génération, quand nous sortions de l'école, on était beaucoup plus sur la voiture de fonction, le bureau seul. La grille des salaires. La grille des salaires. Et c'est pas mal ou bien, c'était comme ça. Le monde est en train d'évoluer et il faut évoluer avec. Souvent, Alexandre Mars déroute et provoque une réaction chez son interlocuteur. Il peut être intrigué, voire fasciné, et se demander immédiatement s'il peut agir à son tour ou s'il doit revoir de fond en comble la façon dont il a envisagé sa vie et sa carrière. Soit son interlocuteur peut se demander quelle mouche l'a piqué et pourquoi il fait cela. Pourquoi il donne, pourquoi il se consacre aux autres au lieu de profiter de son argent et de ses réussites. Pourquoi il consacre toute sa vie, ses loisirs, ses voyages, à lutter pour moins d'injustice, pour aider les jeunes qui n'ont pas eu la chance du premier jour, ceux qui sont mal nés. Les personnes qui se posent cette dernière question n'ont sans doute pas compris que le monde avait changé et que l'on ne peut plus vivre aujourd'hui comme hier, avoir aujourd'hui sans rien donner et partager, et que la question du sens est désormais partout omniprésente. Ces personnes-là n'ont tout simplement pas compris que le monde avait changé. Alexandre Mars a créé Epic en 2014. La plateforme trouve des organisations exceptionnelles dans le monde entier et les aide financièrement. Pas n'importe lesquelles, celles-ci sont efficaces, bien gérées et managées et surtout ont un impact considérable, mesurable. Epic propose aussi des solutions pour que donner entre durablement dans le quotidien de tous. Grands groupes, petites entreprises, particuliers, États, l'arrondi sur salaire, l'arrondi en caisse ou encore les rangs solidaires au théâtre. Bref, les solutions sont nombreuses, il suffit de s'en saisir, peut-être vous, après avoir écouté ce podcast. Pour me soutenir et continuer à découvrir ces personnalités qui nous montrent un chemin, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez le commenter, ça m'aide, cela m'encourage, et le noter 5 étoiles s'il vous a plu. Impact Positif, épisode 13, Andiamo. Alexandre Mars, bonjour. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de vous recevoir sur Impact Positif. Vous êtes jeune, vous avez déjà eu plusieurs vies, entrepreneur, start-upper à succès. Vous vous êtes redirigé vers la philanthropie avec Epic, un mouvement que vous avez créé il y a 5 ans, en 2014, et qui fonctionne sur un modèle original, sur une nouvelle façon d'envisager le don. On va voir tout cela dans le détail. Vous parcourez le monde entier pour partager votre expérience, convaincre sans relâche de faire rentrer le don dans la norme. Vous avez aussi publié un livre il y a quelques mois, tout d'abord en français, La Révolution du partage, chez Flammarion. Il est sorti aux États-Unis et il va sortir dans quelques semaines, maintenant en Grande-Bretagne, en mars plus précisément, Giving. Mais tout d'abord, Alexandre Mars, quand on vous appelle le Bill Gates français, ça vous fait quoi ? Vous êtes flatté ou ça vous dérange ? Je pensais que tu allais faire une introduction un peu différente de celle-là. Non, ni l'un ni l'autre. Je pense qu'il fait l'exemple d'un entrepreneur qui a très bien réussi pendant des années et qui a décidé un jour de changer de trajectoire. La différence, il y a plusieurs différences avec moi, pas uniquement le fait qu'il est américain, mais la première, c'est que il a peut-être bien plus réussi que moi. En tout cas, si tu regardes son compte en banque, il a plus de zéro que moi. Mais celle-là, c'est pas forcément la plus importante. La plus importante, c'est que je crois que lui s'est vraiment réveillé un jour en disant, et d'ailleurs, il a expliqué qu'un jour, il a vu qu'il y avait des problématiques dans les bibliothèques, qui pouvaient certainement faire développer le savoir dans d'autres endroits que là où il habitait.
La petite différence, c'est que moi, je pense sincèrement que ce que je fais aujourd'hui, c'est une mission qui est en moi depuis longtemps. Donc, je ne me suis pas réveillé à un moment quand j'avais, en me disant, maintenant que je vais essayer d'un peu d'aider. Pour moi, j'ai voulu avoir pour pouvoir aider. Et c'est vraiment différent. Mon objectif, quand je voulais gagner, avoir les moyens, cet objectif-là, c'était pas pour m'acheter 3 voitures ou 4 bateaux. Mon objectif, très clairement, c'était défini par le jour où j'ai suffisamment, et on pourra redéfinir ce qui est suffisamment, mais le jour où j'ai suffisamment, je sais que je passerai le reste de ma vie à m'occuper de ceux qui n'ont pas. Alors, avant d'endosser les habits du Bill Gates français, vous en avez fait des choses, hein, vous venez d'en parler un petit peu. On va commencer par le début. Vous êtes né près de Paris, dans un milieu privilégié. Vous avez fait de belles études, HEC, Dauphine. Très tôt, vous avez la fibre entrepreneuriale. Vous vous lancez dans la création d'entreprises. Vous avez des qualités indispensables pour réussir. Vous savez sentir l'air du temps. Vous prenez des risques. Vous êtes le premier, en quelque sorte, à miser sur Internet, le téléphone mobile. En quelques années, votre première start-up devient le numéro 1 des agences de marketing mobile. Votre carrière, elle était lancée, c'est ça ? Est-ce qu'elle était lancée? Je pense que la carrière, elle a été lancée dès que j'ai monté ma première entreprise à 17 ans. Je pense que j'étais parti dans une optique très claire qui était de construire une activité. Donc, c'est plutôt dans l'entrepreneuriat. Et honnêtement, je ne savais pas je savais pas où ça allait m'amener, mais j'ai jamais douté. Souvent, on pose des questions aux entrepreneurs. J'ai jamais douté. Quand j'ai monté ma première entreprise, je me suis jamais posé la question si ça n'allait pas être un succès, en tout cas. Et donc, la première, j'ai pas su passer à la deuxième. Et honnêtement, c'était une sorte de continuum. Et à chaque fois, j'avais le bug de l'entrepreneuriat qui continuait en moi et qui m'amenait à développer une autre entreprise. Et puis, c'est vrai que quand j'ai monté ma deuxième entreprise, je pensais sincèrement que ça pouvait être ma dernière, que j'allais très rapidement avoir suffisamment de moyens pour pouvoir basculer. Et en fait, basculer, c'est-à-dire basculer dans ce que je fais aujourd'hui, basculer dans la capacité d'utiliser tout ce que j'ai, mon réseau, mon argent, mon temps, pour combattre pour les plus démunis. Et je pensais sincèrement qu'à 20 ans, je pensais qu'en 5 ans, j'y arrivais. Et que, vous étiez optimiste alors. Tu sais, quand on a 20 ans, je pense que l'optimisme est nécessaire. Oui, et porteur. Et porteur. Et donc, c'est ça aussi qui fait parfois qu'on est capable de faire des choses un peu folles ou développer des projets. On le perd, ça, avec l'âge, justement Je pense qu'on le perd certainement parce que tu regardes les choses à droite et à gauche, tu es certainement plus déçu parfois des gens, de la nature humaine. Et c'est parfois tu dis, et puis même tu te rends compte que tu as certaines limites. Et c'est normal, quand tu as 20 ans, parfois tu ne vois pas tes limites, qui sont des limites physiques, qui sont des limites de réseau parfois. Et c'est ça qui est chouette. Mais moi je me souviens, quand j'étais dans mes premières entreprises, je t'assure que quand je suis allé voir les gens en leur disant, il y a 20 ans de ça, que le Minitel, alors nos auditeurs ne se souviendront pas tous ce qu'était le Minitel, mais que le Minitel allait ne plus exister, que c'était l'Internet qui allait le remplacer, on est en 96-97, les gens ne me comprenaient pas. Et là, je peux t'assurer que tu dois avoir une bonne dose d'optimisme pour dire aux gens, faites-moi confiance, parce que la plupart du temps, les gens, ils te claquent la porte au nez. Ouais. Et encore plus quand tu as 20 ans, tu as la barbe, tu as les cheveux longs, c'est ce qui était mon cas. Et t'apprends que peut-être qu'il faut te couper un peu les cheveux, et t'apprends qu'il faut peut-être sonner 10 fois à la porte pour qu'il le rouvre. T'apprends que c'est dur, que rien n'est facile. Ouais. Et voilà, qu'à un moment ou à un autre, un bon produit, une bonne équipe et un bon timing fait que tu y arriveras. Ouais, on va y revenir justement. Alors, vous créez d'autres entreprises qui ont tout autant de succès. Vous les revendez. Alors, vous auriez pu devenir encore plus riche ou continuer à créer des startups, mais vous changez de vie. Donc, ça y est, vous arrivez, c'est le basculement. Grâce à ce que vous avez gagné, grâce à vos investissements, vous décidez de créer Epic avec vos propres fonds. Et alors, ça ne se fait pas tout de suite, on va le voir. Mais votre souhait avec Epic, c'est de soutenir les idées géniales qui existent déjà partout dans le monde, qui ont déjà fait la preuve de leur impact. Soutenir des entrepreneurs sociaux, des ONG, des associations qui visent à régler des problèmes de société, éducation, égalité des chances, pauvreté, empowerment, les aider par le don, mais pas n'importe comment. Expliquez-nous l'originalité d'Epic. L'originalité d'Epic, c'était déjà de comprendre, et c'était l'offre et la demande. C'est que je m'étais toujours posé la question, pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi, souvent, quand je parle de la philanthropie, de l'humanitaire, les gens font un peu la moue, ou je m'étais rendu compte qu'il y avait certainement quelque chose à faire. Et j'avais passé 20 ans de ma vie à prendre des industries et essayer d'apporter un angle différent, une attaque différente. Et je m'étais dit, ça va être peut-être le moment de faire la même chose sur ce secteur, qui est un secteur extrêmement important. Et j'ai commencé par faire une étude de marché. J'ai commencé à aller voir les gens. Je suis allé voir les gens en disant, mais comment ça se passe chez toi? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? Comment tu fais pas?
Et j'ai remarqué quelque chose d'assez intéressant qui est pour moi la basique de l'entrepreneur. L'entreprise qui peut fonctionner, c'est une entreprise qui arrive à voir qu'il y a 2 points. Le point A où les consommateurs potentiels, où les clients peuvent être, et le point B là où ils veulent aller. Et si tu vois qu'il y a une distance forte entre ce point A et ce point B, tu as certainement la capacité de développer quelque chose qui va répondre à un besoin de marché. Et moi, je m'étais toujours posé la question, ils sont où ces 2 points? Eh ben, je les ai eus, ces 2 points-là. Quand j'ai traversé les pays pour faire une étude de marché, je posais 2 questions. La première, c'est est-ce que vous avez donné l'année dernière du temps ou de l'argent à une cause sociale, quelle que soit votre cause sociale? Eh ben, je peux t'assurer que là où j'allais, tout le monde répondait oui. Partout, ils me disaient, mais même des petites sommes, même 1 euro au feu rouge. La deuxième question était un peu plus compliquée. Est-ce que vous considérez que vous avez donné suffisamment? Et là, je peux t'assurer, 95% des fois, les gens disaient non. Alors moi, ça m'a interpellé d'abord. Je me suis dit, comment c'est possible? Comment c'est possible que, quand nous tous ici voyons la difficulté dans laquelle nous sommes, les gens qui peuvent souffrir au quotidien, les médias qui, peut-être différemment d'il y a 20 ans, nous le montrent encore plus régulièrement, je dis, mais comment c'est possible qu'on ne réagisse pas à ça? Et c'est là que je me suis dit, mais il n'y a pas de structure, d'agence de notation, d'endroit où toi et moi, on va pouvoir aller mettre notre argent parce qu'on croit à une cause. Et puis, j'ai pas trouvé ça. C'est-à-dire que j'ai trouvé des agences de notation que les gens connaissent, les Fitch, Moody's, Standard & Poor's, qui vont donner un A++, B-, sur à peu près tout, mais pas sur la philanthropie, pas sur l'humanitaire, pas sur ceux qui vont aider à changer les vies. Je me suis dit, créons ça. Et Epic, aujourd'hui, son modèle est très simple. C'est qu'on fait une chose et on essaie de la faire le mieux possible. On combat. Et on combat, je peux t'assurer, au quotidien pour changer la vie des plus démunis, de ces jeunes de 0 à 25 ans qui sont la plupart du temps mal nés, mauvais endroit, mauvaise famille, mauvais timing. Et ces gens-là, ces jeunes-là, si on ne les aide pas, c'est sûr que leur trajectoire ne sera jamais positive. Donc ça, c'est le problème de départ. Et puis, on a développé 2 plateformes pour répondre. La première, c'est celle qu'on avait abordée, qui était répondre à ce point B, qui veut dire on va développer une structure qui va, pour tout le monde, chercher des organisations exceptionnelles qui vont, et tu l'as cité tout à l'heure, répondre à des problématiques fortes sur l'enfance dans 5 régions du monde. On va les sélectionner, on va les mettre en avant, on va les financer pour que, grâce à d'autres gens qui vont nous rejoindre, ils vont financer en fait des développements et des déploiements pour le plus grand nombre. Alors, ça, c'est la première plateforme. Alors, pour cela, vous prenez le temps de bien faire. Hein. Si tout est dans votre tête, vous partez sur le terrain pour éprouver votre idée et vous partez avec votre famille, je crois, pendant quelques temps. Vous aviez des doutes au début quand même, des zones d'ombre à élucider. Vous ne saviez pas exactement si vous fonderiez Epic? Non, je savais exactement que j'allais passer ma vie à m'occuper des autres. Ça, je le savais. Mais est-ce que ça allait être épique? Est-ce que ça allait être exactement... Quand j'étais plus jeune, ma problématique majeure sur laquelle je voulais lutter, combattre, c'était les enfants battus, les femmes battues, les enfants abusés. Toute personne qui pouvait, juste par une question de ne pas avoir le physique pour répondre, de pouvoir en fait accepter la décision d'un autre. Et ça évolue avec le temps. Aujourd'hui, c'est pas que ça, même si quand on parle de protection, c'est un point majeur de notre sélection. Mais non, je sais depuis très très longtemps, je suis en mission, donc je sais très bien pourquoi je le fais. Maintenant, je ne savais pas que ça allait être exactement ça. Pour ça, c'était l'étude de marché. Pour ça, c'était de rencontrer des centaines de personnes, des entrepreneurs sociaux, des travailleurs sociaux, des philanthropes, des gens des gouvernements. Où j'aille, c'était en Europe de l'Ouest, c'était aux États-Unis. Et puis quand on a sorti les enfants du système scolaire pour faire ce tour du monde, on a fait la même chose dans tout un tas de pays du monde pour comprendre qu'est-ce qui ne marche pas aussi bien. Est-ce qu'on était capable d'y répondre à notre niveau, à notre échelle? Alors, vous dites quand vous avez commencé, les 3 conditions, elles étaient réunies. Hein. Bonne idée, bonne équipe, bon timing. Pourquoi ça n'aurait pas marché avant 2014? Timing. Je pense que, et c'est ce que j'avais pu voir avec beaucoup de travail, mais aussi avec de la chance. Quand je vends une de mes entreprises en 2007, c'est au moment où c'était dans le mobile. Et c'était au moment, quelques mois après, que Steve Jobs ait annoncé l'iPhone. Et je peux t'assurer qu'après qu'il ait annoncé l'iPhone, tout d'un coup, j'ai reçu beaucoup plus d'offres de rachat. Et là aussi, j'avais le même produit, j'avais la même équipe, mais le timing était là. Quand j'ai vendu une autre entreprise à un autre grand groupe qui s'appelle BlackBerry, même chose, c'était quelques mois avant que Twitter rentre en bourse. De nouveau, BlackBerry s'est trouvé un peu dans une situation, il fallait qu'ils agissent par rapport aux situations dans lesquelles ils vivaient à l'époque. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Pas exactement pareil, parce qu'on voit que c'est les entreprises aujourd'hui qui se rendent compte que
si elles ne changent pas, si elles n'évoluent pas, Oui. si elles ne comprennent pas ce que dit assez fortement aujourd'hui les gens, les jeunes, parfois la rue, ça va être compliqué. Ça va être compliqué aujourd'hui de continuer à embaucher les gens qui veulent, de continuer à garder ces gens-là. Les garder Et surtout. puis demain, de vendre les produits. De vendre les produits. Et c'est ça qu'on voit dans le timing. Et ça, le timing, c'est pas quelque chose qui ni toi ni moi on peut décider. C'est des choses qui arrivent, très compliquées à définir, un bon timing. Mais quand ça arrive comme ça arrive aujourd'hui, c'est des signaux faibles au départ qui deviennent des signaux forts. Alors, c'est un peu américain quand même comme philosophie. On donne, mais en quelque sorte, on veut avoir le retour sur investissement. Sur votre application, on peut suivre l'impact de son don. Et on précise que 100% du don va d'ailleurs à l'entreprise, à l'ONG, etc. En France, elle a été reçue comment, votre idée ? Elle a été très bien reçue. Mais en fait, la question qui est parfois posée, c'est est-ce que la philanthropie est différente en France qu'aux États-Unis ou en France qu'ailleurs ? En fait, il y a deux sujets. La première, la réponse est évidemment oui. Parce qu'ici, dans ce pays, dans ce beau pays qu'est la France, un pays qui est un État-providence, un pays-providence qui permet aujourd'hui à tout un chacun d'aller à l'école publique, à avoir accès à des soins publics, donc ce qui est différent aux États-Unis. Donc l'individu, et tu le sais très bien, voit les choses différemment. Ici, parfois, l'individu va dire « mais moi, je donne déjà suffisamment parce que potentiellement, je pense avoir donné déjà mes taxes ». Donc c'est un peu la philanthropie. L'entreprise pense totalement différent. Donc oui, la philanthropie est différente en tant qu'individu, même si elle est en train d'évoluer, mais elle est très similaire au niveau des entreprises. Qu'une entreprise aux États-Unis, en Angleterre, en France ou ailleurs, a exactement les mêmes problématiques, parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde global. Et ce monde global, il a exactement les mêmes problématiques, et que toi aujourd'hui, moi ou qui que ce soit, il ne voudra plus travailler pour une entreprise s'il a la capacité de choisir. Il ne voudra plus travailler pour une entreprise qui ne ramène pas du sens, qui ne ramène pas quelque chose de positif au quotidien. Et le consommateur, qui pour le coup pas forcément celui qui peut toujours trouver ou choisir là où il va travailler, mais en revanche, lui, il peut toujours choisir qu'est-ce qu'il va acheter. Et ça, c'est intéressant. On l'a vu parce que tu l'as vu ici. L'exemple qui a un signal fort, qu'il faut comprendre comme un signal fort, je pense que c'est l'exemple de C'est qui le patron, qui est vraiment un exemple assez incroyable. Je ne sais pas si tu veux en reparler, mais cet exemple est pour moi un signal faible, un signal fort. D'ailleurs, les gens parfois disent est-ce que c'est la marque des Gilets jaunes ? Parce qu'ils sont vus en fait comme, d'ailleurs, si tu extrapoles, c'est les premiers à avoir fait un RIC. Parce que la manière dont... la façon dont ça a été créé, c'est un peu... c'est un vrai référendum. Ouais. Ils ont essayé de trouver... Et d'ailleurs, Nicolas Chaban l'explique longuement dans ce podcast. Mais voilà, donc je n'ai pas envie de répéter parce que les gens vont trouver que c'est redondant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de 2 ans, une entreprise qui n'existait pas, sans commerciaux, aucun commercial sur le terrain, sans publicité, est la marque numéro 1 du lait en France. À 5% de part de marché en 2 ans. Qu'est-ce que ça veut dire comme signal fort ? Ça veut dire que quand tu arrives à comprendre ce point A et ce point B, quand tu comprends que le point B est en train d'évoluer, il évolue différemment que ce qui pouvait être imaginable au préalable, tu fais potentiellement des marques différentes. Et demain, le consommateur, toi, moi, les gens qui nous écoutent, vont potentiellement acheter différemment. Et ça ne va pas être uniquement... C'est simple, tu vas me dire, 1 litre de lait ou 1 litre de lait, 6 œufs ou 6 œufs. Alors, on va y aller aussi sur les téléphones demain. Est-ce que tes auditeurs trouvent ça normal qu'une boîte comme Apple ne paie pas ses impôts en France ? Et pourtant, vous êtes en train d'écouter certainement ce podcast sur un iPhone. Il y a des chances. Est-ce que ce monde-là va continuer à subsister ? Moi, j'y crois pas. Moi, je pense, et ça c'est poussé, on va dire, par une génération au départ, qui est une génération de ces millennials, comme on les appelle, ces moins de 30 ans, qui ont une vision différente de ce monde, qui ont une vision de l'être plus que de l'avoir. Mais ça a un impact sur la génération d'avant, sur ma génération, qui était une génération qui était que dans l'avoir. Ma génération, quand nous sortions de l'école, on était beaucoup plus sur la voiture de fonction, le bureau seul. La grille des salaires. La grille des salaires. Et c'est pas mal ou bien, c'était comme ça. Le monde est en train d'évoluer et il faut évoluer avec. Alors, vous dites également, donner, c'est comme gérer une entreprise. Je dis ça. Dans votre livre. D'accord. D'accord. Donc, est-ce que donner, c'est gérer une entreprise ? L'idée derrière donner, c'est gérer une entreprise, c'est que c'est plutôt, tu ne donnes pas la vision de la philanthropie sentimentale, qui en gros, je donne, je sais pas trop, ça marche plus. Quand on dit gérer une entreprise, c'est plutôt suivre une entreprise ou investir dans une entreprise. Aujourd'hui, tu vas pas demain investir dans une entreprise sans te dire, c'est quoi l'impact peut-être financier de cette entreprise, c'est quoi la gouvernance de cette entreprise, c'est ce qu'ils produisent ici ou ailleurs, quel est le management de cette entreprise, est-ce que j'ai confiance ? C'est la même chose dans ton don. Le don pour nous, tu sais, c'est
c'est un, c'est un messager pour le partage, pour la solidarité. C'est la solidarité. Le don en tant que tel, je ne me bats pas tous les jours pour le don. Qui se battrait pour le don? Je me bats tous les jours pour la solidarité. Il se fait que le véhicule que nous mettons en avant, c'est le véhicule du don. C'est celui qui est pas... Et donc là, c'est une bonne introduction pour la seconde plateforme. La première, je te l'ai définie, c'est une plateforme qui permet à chacun de trouver des organisations qui vont répondre à des problématiques bien qualifiées avec un programme de sélection extrêmement performant. La seconde, c'est faire que la philanthropie, que le don, que le partage soit là pour tout le monde. On essaye de démocratiser ça. Et pour le démocratiser, c'est là où on arrive avec des entreprises qui disent « j'en ai aussi besoin ». Et donc, on développe des solutions, soit elles existent, soit nous les développons, qui permettent de faire que cette solidarité soit partout. Le don sur le salaire. L'arrondi sur le salaire qu'on connaît déjà via Micronom ici, entreprise start-up sociale française. Une super start-up sociale française. Et il en existe des microdons dans d'autres pays qui, justement, développent des technologies, là, par exemple, pour répondre aux problématiques, mais tout le monde le sait, mais c'est important de le repréciser, qu'est-ce que tu peux faire, parce que toute personne qui t'écoute aujourd'hui, qui nous écoute, peut, juste après avoir terminé ce podcast, dire, moi, quand je vais arriver au bureau, je vais aller voir mon RH, je vais voir mon patron, et je vais poser des questions. Quand ils vont aller au bar, au restaurant ce week-end, ils vont pouvoir poser des questions et demander que chacun fasse à son niveau. Là, l'arrondi sur le salaire, c'est chacun peut donner ce qu'il veut après la virgule. Donc la virgule sur ton salaire, en France, comme quasiment tous les pays, c'est jamais arrondi. Donc ton entreprise te dit, est-ce que tu veux donner ce qui est après la virgule, au minimum, et moi j'abonde. Donc évidemment, c'est pas que l'employé tout seul, c'est l'entreprise qui va toujours abonder, et collectivement, ils vont choisir un projet commun. Donc c'est pas uniquement le patron qui va choisir où donner, il va y avoir un vote qui va être... Et ça, c'est pour ça que les syndicats aiment beaucoup ce projet-là. Pourquoi? Parce que c'est quasiment la seule fois de l'année où tout le monde a la même voix. Tout le monde peut voter pour un projet commun. Et tu vois, là, on le cite parce qu'on a les chiffres. Dior qui l'a monté, Christian Dior, ils ont 22% de leurs employés au bout d'1 an qui le font. Leur objectif, c'est qu'au bout de 3 ans, tu aies 50%, que ça devienne une norme, en fait. Donc, des sujets. Mais c'est la même chose à arrondir la caisse. On voit commencer certaines... Qui commencent à rentrer un petit peu... Tu peux citer les marques, parce qu'ils le font. Tu prends Franprix, il le fait. Tu prends Voyageurs du Monde, ils le font. Tu vois qu'il y a aujourd'hui des gens qui disent... on peut le faire et on te le propose. Ce que nous essayons de faire, c'est que proposez-le nous au moins. Moi, en tant que salarié, je veux avoir le choix. Moi, en tant que consommateur, je veux avoir le choix. Si je ne veux pas le faire, c'est à moi de décider. Tu décides, si j'ai passé une bonne journée, peut-être que je le ferai. Si j'ai passé un bon mois, peut-être que je le ferai. Et puis, on s'est dit, on a eu beaucoup de demandes. On continue à avoir quotidiennement des gens qui disent, mais moi, je travaille dans cette industrie où j'aimerais faire ça. Et donc, on a développé tout un tas d'autres solutions. Je vais t'en donner certaines que tu connais déjà, mais pour les auditeurs, par exemple, avec le football. On a travaillé avec Ligue de football professionnel et Nathalie Bois de la Tour, parce qu'à bout d'un moment, tu sais très bien que le football est plutôt regardé par les classes populaires, et avec tout l'argent qui est dans les transferts. Et donc on a monté avec eux un modèle qui est absolument génial, qui fait que chaque fois qu'il y a un but qui est marqué, la Ligue donne de l'argent au bien social. Et c'est aussi efficace que ça. C'est pas uniquement les montants qui sont indiqués ici, mais c'est le fait que c'est un message qui est donné. Et là, par exemple, c'est vous qui avez l'idée, ou alors c'est en discutant avec la Ligue? Donc là, ça va être avec Nathalie. Nathalie qui, là, pour le coup, a eu l'idée et qui a justement traité cette idée avec nous et qu'on a développé. Et donc, on a un lab chez nous, donc un laboratoire. L'idée, c'est cette-là, notre deuxième plateforme, qui passe au quotidien avec des groupes pour dire, mais toi, dans l'assurance, toi, dans la finance, toi, dans le sport, en fait, toi, dans les médias, comment on peut arriver à insérer cette solidarité, cette quête de sens pour tes salariés, pour tes clients, au cœur de ton modèle. C'est la même chose avec le luxe. Donc on développe ça. Et on a tout un tas d'autres modèles qui permettent, par exemple là, on est en train de lancer les rangs solidaires. C'est-à-dire que si demain, je t'invite dans un théâtre, je prendrai le rang E, qui sera le rang épique. Ce rang-là, il aura 2 euros, 1 euro, 3 euros, dépendant le théâtre, qui partira au bien social. Là, pour la finale du championnat de France de rugby, il y aura une tribune solidaire. Le 15 juin, au Stade de France, tu auras 750 places qui seront solidaires, où tu sais qu'il y aura un montant sur le billet qui partira à une meilleure justice sociale. Et c'est réplicable à l'infini. À l'infini. Et c'est la force de ce modèle, c'est que chacun peut l'implémenter, c'est des petites sommes, ce qui est très important, et que chaque groupe peut le faire, et que ça devienne une norme. Quand on dit que ça doit être la norme, c'est que cette solidarité est
pas si compliquée que ça, du moment qu'elle reste indolore et qu'elle est systémique. Alors, Epic, start-up sociale, avec 7 bureaux dans le monde. Vous ne vous rémunérez pas sur vos activités. Hein. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura un business model chez Epic dans quelques années ou non? Ça, c'est pas l'objet. Il n'y en aura jamais. Il n'y en aura pas parce que justement, alors, je ne l'ai pas précisé, mais tu l'as dit 2 fois, on n'a aucun modèle économique. Ce qui veut dire que si demain, tu me dis, tiens Alexandre, c'est génial ce que tu fais, je vais donner 10 euros, 100% de tes 10 euros partiront au bien social. Donc, j'autofinance tous les frais de structure, donc tous les frais de structure de l'organisation pour que ça soit un modèle pur. Et on fait la même chose quand on travaille avec la Ligue ou avec L'Oréal ou Christian Dior. Nous ne facturons pas. Notre objectif, c'est que chacun puisse rejoindre ce mouvement, qui est un mouvement positif, qui est un mouvement nécessaire. Et ce mouvement, il doit être un mouvement qui ne doit surtout pas avoir de discussion financière. Donc on n'aura jamais de modèle économique. Et ce sont tes investissements qui payent tes exactement. équipes. Donc c'est moi qui les paie, pour être très clair. C'est moi qui les paie avec l'argent que j'ai pu gagner au préalable pendant justement toutes ces années de labeur dans le monde du digital et qui continue d'ailleurs parce que j'ai encore aujourd'hui des investissements que je fais à travers des... Alors moi, autant je suis assez parfois horrifié par la finance de marché, autant je suis quelqu'un qui croit à la finance d'entreprise, donc la création de valeur par l'innovation. Et donc on continue à travailler, à innover dans des entreprises qui sont des entreprises plutôt pour le consommateur final. Donc ça va être des entreprises comme Spotify pour écouter de la musique, Pinterest, Bird pour bouger. Donc on est sur ces modèles. Et cet argent qui continue à être gagné nous permet de continuer à financer. Donc on essaie d'avoir un modèle qui est avec une balance positive qui fait que l'argent que nous continuons à gagner continue à nous donner ce pouvoir-là, parce qu'il faut être très clair, et tu le sais aussi bien que moi, l'argent est un vrai pouvoir et qu'aujourd'hui ce pouvoir-là est nécessaire à atteindre nos objectifs qui sont des objectifs très positifs. Alors, dans votre portefeuille, 29 organisations réparties dans 11 pays, sélectionnées sur plus de 4000 dossiers. Il y a 3 entreprises françaises, Sport dans la ville, Simplon, Agir pour l'école. Alors, vos critères de sélection, c'est drastique. Hein. N'importe qui ne peut pas rentrer. Il faut vraiment cocher beaucoup de cases. En gros, ça tourne autour de l'impact, l'organisation et la gouvernance. Tout à fait. Donc, en fait, mais tu vas me dire que c'est exactement ce que n'importe qui va regarder avant de mettre 1 euro dans un investissement business. Donc, c'est des sujets logiques, classiques, et c'est ce que nous faisons. Nous suivons ces problématiques-là. Donc, en fait, on passe chaque année 7 mois à sélectionner un nombre très limité d'organisations. L'année dernière... Elles viennent à vous aussi, j'imagine? Alors, en fait, oui, non, mais c'est un bon point. En fait, on a trois manières de sourcer, de trouver des organisations. La première, c'est celle que tu, évidemment, indiquais. C'est les organisations qui viennent nous voir, nous contactent en direct en disant on aimerait pouvoir faire partie du portefeuille. Le deuxième, c'est nos partenaires. Ça va être les fondations Schoeller-Bettencourt, ça va être les Alpha Omega, ça va être les fondations Gates. Les repères aussi au quotidien. Ils font au travail au quotidien de grande qualité. Et donc, nous travaillons avec eux pour leur dire tiens, qu'est-ce que tu as trouvé de vraiment incroyable cette année? Partage avec nous. Et puis le troisième, c'est nous qui allons pouvoir dire on a des thématiques importantes que nous voulons mettre en avant plus cette année. Et chaque année, on trouve des thématiques. Il y a 2 ans de ça, on avait, par exemple, rajouté la case migrants, parce qu'on savait très bien qu'évidemment, ça va nous paraître tous logique, mais on s'est dit, il y a un vrai sujet, et il y a 5 ou 6 ans, c'était différent. Donc on s'est dit, là, il y a des vrais besoins qui existaient, mais qui étaient moins forts, et qui aujourd'hui l'ont été très, très, très forts après les crises qu'on a connues. Et on a, l'année dernière, par exemple, rajouté les maladies mentales, qui sont aussi un sujet assez peu mis en avant pour plein de raisons, et qui sont des sujets qui touchent aujourd'hui de plus en plus de familles. Donc là aussi, c'est des sujets. Donc on essaie aussi d'écouter, comprendre ce que les gens veulent, là où il faut aller. On ne peut pas tout faire malheureusement, puisque nous travaillons dans 5 régions du monde. Nous ne travaillons pas dans les régions à risque ou à conflit, on va dire, parce qu'à risque, il y en a quand même à peu près partout. On va dire plutôt à conflit, qui soit un conflit aujourd'hui ou conflit hier. Donc on ne va pas dans des zones de guerre en fait. Donc pour le coup, les urgentistes sont plus adaptés, la sélection n'est pas la même, le monitoring n'est pas le même. Enfin, on ne peut pas adapter ce que nous avons monté. Donc aujourd'hui, on est en Europe de l'Ouest avec la France évidemment, on est aux États-Unis, on est en Afrique de l'Est, on est en Inde et en Asie du Sud-Est. Alors le portefeuille français, il va s'agrandir? Il y a une nouvelle entreprise qui va arriver? Donc, on peut savoir laquelle? Non, en fait, elle va. Non, je serais ravi. Elle n'est pas encore choisie. Donc évidemment, cette année, on va travailler pour trouver une organisation ou 2. Encore une fois, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on n'a pas
de pression d'actionnaires, on n'a pas d'obligation de faire. On va sélectionner, selon ce que les équipes programment, les équipes de chez Epic vont pouvoir remonter. Alors, il y a beaucoup d'entrepreneurs sociaux en France. Vous pensez quoi de ces jeunes leaders qui choisissent l'entrepreneuriat social, qui font le choix de donner du sens à leur carrière? On en parlait dès le début. Ils ont eu la démarche inverse à la vôtre, finalement. Bien sûr, moi je trouve que c'est génial. Il n'y a pas deux histoires similaires. L'entrepreneur social il y a 20 ans, c'est pas vraiment. Donc c'était autre chose, c'était des travailleurs sociaux. L'entreprise sociale, comme elle s'est définie aujourd'hui, elle existe. Elle a été montée par un groupe qui s'appelle Ashoka, avec une personne exceptionnelle qui s'appelle Bill Drayton, qui est américain, qui a monté ça en début des années 80. Mais c'était vraiment sur le côté. On ne connaissait pas. Aujourd'hui, je te parle d'Ashoka. De plus en plus de jeunes savent ce que c'est. Regardez, c'est certainement c'est ceux qui ont inventé l'entrepreneuriat social. Donc, il ne faut pas essayer. Ceux qui ont inventé le terme entrepreneur. Bien sûr, c'est ceux qui ont inventé le terme. Tu as parfaitement raison. Et parce que ça existait au préalable, mais c'était pas. Moi, je me souviens qu'en 99, quand on parlait d'agence web. Aujourd'hui, agence web, ça paraît logique. En 97, 98, ça n'existait pas. C'était un drôle de jargon. On parlait de société de conseil en conseil multimédia. Et puis, il y a une agence qui s'appelait agency.com, américaine, qui a dit on est une web agency. Et à partir de là, j'en dis, voilà, mais c'est la même chose. Donc, moi, il n'y a pas deux histoires. Je pense que. Mais il y a encore des gens qui me disent aujourd'hui, et j'accepte aussi très facilement ça, qui disent, moi, je vais pas changer le système en étant à l'extérieur du système. Donc, je vais travailler dans des entreprises parce que je pense que j'apporterai plus en étant dans ces entreprises, en ayant une vision différente. Oui, il y a un boom de l'intrapreneuriat aussi, social. Donc, il n'y a pas de. Entrepreneuriat tout court. Il n'y a pas une bonne chose à faire. Et puis, et tu le sais parce que tu as lu le bouquin, il y a un chapitre dans le bouquin qui est sur le jugement. Moi, il y avait un sujet qui a été compliqué, qui l'est toujours. C'est que parfois, je sors des réunions ou de rencontres, et je me dis, mais comment c'est possible? Comment une personne ne peut pas voir ce qui se passe? Comment c'est de nos jours encore faisable? Et moi, je suis... et je t'assure qu'au départ, c'était encore plus compliqué parce que j'avais envie de secouer. D'ailleurs, j'ai perdu... des gens, en les secouant peut-être parfois un peu trop fort, en disant juste, mais réveillez-vous, quoi. Réveillez-vous. Tu peux pas avoir et pas partager, c'est impossible. Ça fonctionnait il y a 30 ans, ça ne fonctionne plus. Et j'ai appris au fil des années que le jugement ne servait à rien, qu'il ne faut pas juger, que chacun a peut-être ses raisons, qu'il faut continuer à apporter, continuer à travailler. Et c'est là où le monde de solutions dans lequel nous vivons est certainement un monde intéressant. Parce que tu vas pas avoir les gens en leur disant, en arrogant les foules, en disant c'est honteux, qui es-tu pour pas donner, pourquoi tu ne partages pas? Ça marchera jamais. Les gens te regarderont, mais qui tu es toi pour juger? Puis qui juge? Moi, je suis pas là sur terre pour juger. En revanche, tu apportes les solutions. Et c'est là ce qui s'est passé depuis 2, 3, 4 ans. On dira peut-être 5, mais pas beaucoup plus que ça. Mais tu as une génération entière qui fait que toi, quand tu es une maman et quand tu rentres à la maison, quand le papa rentre à la maison, la question des gamins, elle est peut-être toujours la même chose. Mais quand ça devient des gens qui sont des adolescents, des jeunes adultes, qui te posent la question, maman, était comment ta journée? Qu'est-ce que tu réponds au papa? Est-ce que tu réponds juste que tu as ouvert 3 boutiques, que tu as eu 7% de croissance et que tu as 15% de marge? Net, pas brut, net. Ils vont plus te parler. Ils vont plus te parler. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au même moment, les gens se sont rendus compte, et on est dans un monde de Darwin. Darwin fait que notre espèce a survécu. C'est la capacité de s'adapter. De s'adapter. Et c'est là où on est aujourd'hui. Alors en France, vous le savez, la modification de l'ISF en IFI a provoqué une chute des dons, entre 20 et 50%, effet mécanique qui découle directement de cette réforme. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous c'est une mauvaise décision? D'ailleurs c'est une décision qui est stigmatisée par les gilets jaunes en ce moment en France. Vous en pensez quoi? Moi je pense que du moment que les gens ne prennent pas la mesure de ce qui se passe, que parfois l'État, les gouvernements peuvent amener à taxer. Donc pour répondre à ça, est-ce que c'était l'ISF ou pas? Mais en tout cas, moi je pense que je n'ai aucun souci pour dire que taxer les gens qui ont pour ceux qui ont moins n'est certainement pas un problème. Donc en gros, est-ce que l'ISF devait disparaître comme ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, qu'il y ait des méthodes pour que les gens en donnent, me convient tout à fait. D'ailleurs, tu prends un exemple. Je vais t'en donner 2. Un, c'est aussi en Inde. Alors, tu as une difficulté aussi, de bien comprendre, entre l'entreprise, alors entre la grande entreprise, la PME et l'individu.
Mais en Inde, c'est assez intéressant ce qui s'est passé. Il y a 300 millions de personnes qui vivent sur le seuil de pauvreté là-bas. Donc en effet, on est sur des problématiques majeures. Le Premier ministre Modi, qu'on ne va pas considérer comme ultra-gauchiste, si tu regardes sa couleur politique, il a décidé que toute entreprise qui faisait plus qu'un certain nombre d'euros, de dollars, de roupies de chiffre d'affaires, devait donner 2%. 2% de ses profits. Ce qui est intéressant, c'est de voir où ça va. Ça ne va pas dans les caisses de l'État. Cette fois-ci, l'État a dit, c'est à toi de décider où tu vas le mettre. Alors évidemment, c'est assez fléché, donc tu ne peux pas te donner ça à ton cousin, mais ça a donné des sommes considérables qui ont pu se reverser. Pourquoi ? Parce qu'au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que tu pouvais être dans un pays qui était en catastrophe quand même humanitaire au quotidien, mais que les gens ne voyaient pas ça. Donc ils ont décidé qu'il y a un autre exemple, parce que là tu vas me dire, c'est l'Inde, c'est loin. Il y a un autre exemple qui ont fait ça, c'est les États-Unis. Les États-Unis, dans une ville qui s'appelle San Francisco. Pour ceux qui connaissent San Francisco, ou qui en ont entendu parler, il y a un vrai problème à San Francisco, qui est un problème majeur, c'est les sans-abri. Puisque San Francisco, pour des raisons historiques, il y a beaucoup de sans-abri. Ils n'ont jamais réussi à endiguer ceci. Pourtant, tu as, je crois, 32 milliardaires qui vivent uniquement dans la ville de San Francisco. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont fait un référendum. On va reparler du référendum. À San Francisco, il fonctionne quasiment qu'en référendum. Donc, ils ont fait un référendum qui s'appelle la proposition C. Elle était assez connue parce qu'il y a eu des vrais bastons sur ce sujet. Et qui disait la chose suivante. Toute entreprise qui a son siège à San Francisco devra payer à partir de maintenant entre 0,1% et 0,6%, pas à nouveau à San Francisco pour la mairie ou pour eux, mais dans un fonds qui sera uniquement dédié à changer la ville pour les sans-abri. Et bien, tu sais quoi ? Ils ont mis ça aux voix. 59% des voix ont dit oui. Donc, c'est pas 51, c'est pas 90. On n'est pas dans une dictature, mais il n'empêche que la majorité des gens. Pour revenir sur ton point, je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, il n'y a pas de lendemain s'il n'y a pas un meilleur partage. Comment tu appelles ça, ce partage ? Est-ce que quel nom tu mets dessus ? IFI, ISF, honnêtement, moi je vois juste qu'aujourd'hui il y a des gens, et tu pourras me parler, je pense que tu vas m'en parler, de l'étude récente, non ? d'Oxfam, oui, Voilà, on peut en parler. Oui. Un rapport qui est sorti, un chiffre très interpellant. On y apprend que 26 milliardaires détiennent autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Est-ce que c'est acceptable ? Est-ce que c'est acceptable ? Non. Voilà. Donc, et on a, et encore une fois, le point là-dessus, c'est pas forcément que ces gens-là qu'on leur prenne 95% de ce qu'ils ont. On peut en connaître un certain nombre. Quand tu prends les Gates, qui sont quand même tout en haut du classement, c'est une personne exceptionnelle. Et parfois, quand j'entends des choses, arrêtons de penser qu'il fait ça pour une autre raison que parce qu'il considère que c'est un activiste du bien social. Il le fait vraiment parce que pour lui, c'est ancré. C'est que ça, sa vie maintenant. Et alors, tu vas me dire, il donne que 2 milliards sur les 70 milliards. Mais qui est là pour décréter que 2 milliards, c'est rien par rapport à 2 milliards, 70 milliards. Le point, c'est que des gens comme ça font énormément. Et donc, tu as deux sujets qui sont toujours compliqués sur ce sujet qui est un sujet majeur, qui donne. Est-ce que le point, c'est ça pose un vrai problème que dans notre monde aujourd'hui, on puisse avoir un nombre limité de personnes ayant autant par rapport à une minorité. Ce sont les Picsou dont vous parlez dans votre livre ? Ton problème avec les Picsou, c'est que si tu prends cette liste-là, tu as des gens qui sont absolument... Tu prends les Gates, les Buffett, c'est l'inverse de Picsou. Enfin, c'est des gens qui ont une vision un peu différente. Ils ont une vision où il n'y a pas de mal. Alors après, tu pourras revenir là-dessus, mais il n'y a pas de mal à créer de la richesse si tu la partages. Donc, tu vois, et je pense que... Et c'est là où on arrive à un problème aujourd'hui. C'est pas A ou B, c'est pas 1 ou 0. On n'est plus dans ce monde-là. Ce monde-là, on est dans un monde de toute façon hyper-libéral, donc, ou ultra-libéral. Donc il n'y a pas d'autre choix qu'il soit hyper-social ou ultra-social. Donc on est dans ce monde compliqué. Et c'est là où tu dis, quand tu regardes la liste, et c'est là où c'est très compliqué comme sujet, quand tu vois que dans cette liste-là, tu dis, mais c'est inadmissible. Toute personne qui nous écoute a trouvé ça inadmissible quand ils ont vu, c'est obligatoire. Tu ne peux pas trouver ça. Mais à côté de ça, tu dis, mais moi j'en connais. Je sais qu'ils font beaucoup. Alors comment tu fais ? Comment tu fais ? C'est quoi tu mets un super ISF, un super IFI ? Comment ça se passe le monde de demain ? Le monde de demain, ces gens-là, ils ont des entreprises. Ils ont créé des entreprises. Ils ont créé de la richesse. Ils ont créé des emplois. Mais c'est là où on situe la grande difficulté de notre modèle. Notre modèle, c'est un modèle qui, depuis des dizaines d'années, a été dirigé par une finance de marché. Qui fait que, globalement, tu fais pas 21% dans ton industrie de marge, tu vas être sanctionné. Mais pourquoi ? Qui a décidé que c'était 21% ?
que si tu licencies 500 personnes, ton cours de bourse va augmenter de 3 points. Comment on a pu accepter un truc comme ça? Et je pense que l'exemple de Siki le patron, l'exemple des Gilets jaunes, et on peut en sortir comme ça, l'exemple de cet référendum à San Francisco, fait que les citoyens, une certaine vision du monde est en train d'évoluer. Alors après, on va repartir de l'autre côté. Les taxes, l'utilisation de ces taxes, les impôts qui sont mal utilisés. Moi, ça, je rentre pas là-dedans. J'ai pas un prix Nobel dans l'utilisation des impôts. Ce que je dis juste, c'est que la puissance financière où l'argent est de moins en moins, en tout cas, est à ses limites dans les gouvernements, qu'ils sont tous surendettés, et que là où on voit aujourd'hui des moyens sont dans les entreprises. Et que ceux qui tombent bien, tu sais quoi, c'est que les employés, la majorité, et les consommateurs se disent ce serait pas mal qu'en plus ce sens soit au centre de ma journée. Et c'est ce qu'on est en train de voir arriver, et je peux t'assurer que ça va s'arrêter. Les citoyens qui comptent bien reprendre le pouvoir. Alors, autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'est Paris 2024, les JO. Alors, cela approche, c'est dans 5 ans. Vous êtes impliqué dans le dossier. On vous a d'ailleurs demandé de vous pencher sur l'impact social de ces Jeux. Vous allez présider un groupe de travail sur la question, le comité Sport et Société. Vous êtes membre du conseil d'administration. Où vous en êtes aujourd'hui? Déjà, Paris a gagné les Jeux, ce qui était quand même pas forcément évident au départ. La concurrence était rude. Et puis, il y a eu un travail considérable fait par le comité à l'époque qui était le GIP sur ce sujet-là. Donc en mettant vraiment ces sujets sociétaux au cœur de la candidature. Donc comment aujourd'hui les Jeux vont être différents. Et il y a une équipe entière qui s'est constituée. Il y avait des gens de l'ancienne équipe du GIP et aujourd'hui il y a un COJO avec des gens qui ont rejoint une équipe qui est le cœur est resté absolument exceptionnel, qui va vraiment vouloir créer des jeux qui vont être des jeux qui vont avoir un sens, qui vont avoir des jeux qui vont avoir un partage, un inclusif, que ce soit sur ces jeux qui vont être verts, ces jeux qui vont être... Encore une fois, souviens-toi de la tagline qui avait été sortie. C'était « Venez partager » ou c'était « Made for sharing » en anglais, qui est cette vision de ce partage qui parfois au départ n'a pas forcément toujours été compris, mais pour ceux qui ont creusé, ils se sont rendus compte que ces jeux-là doivent être différents. Les jeux aujourd'hui olympiques doivent être différents. Donc déjà, c'était un agenda 2020 du CIO qui fait que justement, il y a assez peu de dépenses parce que la grande problématique des citoyens, c'est justement pas qu'il y ait énormément, ce soit un gouffre financier, c'est sur quoi ils se sont engagés puisqu'on a quasiment toutes les infrastructures aujourd'hui existantes. Et donc, ils veulent vraiment mettre en avant cet héritage, cette vision sociétale des sports et des Jeux olympiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a bien vu. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que le sport aujourd'hui pour intégrer ? C'est une capacité où chacun a le choix, ça intègre, c'est une intégration dans le genre, c'est une intégration dans les couleurs, et ça c'est exceptionnel. Tu sais aussi que c'est très important pour les handicapés, ces moments où, grâce parfois à ces jeux, on va avoir accès pour les handicapés à tous les stades de France, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, que ce soit aussi dans les transports. Donc c'est très large. Moi j'étais assez impressionné, je dois dire, parce que je venais d'un autre monde, comme tu le sais, de voir la qualité des gens qui dirigeaient cette candidature et aujourd'hui du COJO. Alors on parle souvent de Tony Estanguet qui est connu aujourd'hui en France pour présider, mais c'est l'ensemble des membres de cette équipe qui sont des passionnés. Tu vas me dire c'est assez normal, mais en plus ça ils sont très très bons. Donc c'est un plaisir d'être administrateur et de continuer à pousser sur tous ces sujets qui sont des jeux importants. Et donc ces jeux inclusifs, ça avance, je veux dire, au niveau de ce que vous êtes en train de faire sur ce comité sport et société. Donc ce comité aujourd'hui a été pour la candidature. Aujourd'hui, donc il y a toute une équipe qui est dirigée par une femme qui s'appelle Marie Barça, qui est sur cet héritage, sur cette vision de l'impact et de l'héritage, c'est comme ça, pour justement définir tout ce qu'on a pu imaginer par le passé et puis tout ce qui peut se faire aujourd'hui. De quelle manière ces jeux vont avoir un impact, pas uniquement pendant un mois, et vont laisser des traces. Ce qui est intéressant, c'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, quand tu parles d'héritage, c'est souvent ce qui se passe après. Mais ce qui a été défini aussi au niveau du COJO de Paris 2024, c'est qu'est-ce qui doit se passer avant. Parce qu'on ne va pas uniquement travailler pour dans 5 ans. Évidemment, il faut que ça soit magnifique, il faut que les gens soient heureux, il faut que la candidature respecte tout ce qu'elle a pu promettre dans l'implémentation. Mais ça doit être plus que ça. Et c'est pour ça aussi que le CEO regarde Paris avec attention, parce qu'aujourd'hui, de nouveau, c'est ce qui va se passer ici, dans notre pays, en France, qui va pouvoir certainement donner aussi une vision de ce qui se passait après à Los Angeles, parce que tu le sais, les jeux ont été gagnés à Paris, ont été annoncés aussi de gagner à Los Angeles, et ça va être une continuité. Donc voilà, vous pouvez regarder ça ces prochaines années. Tout va être fait pour que les jeux soient évidemment des jeux où on gagne des médailles, parce que c'est quand même un sujet non négligeable. C'est quand même l'objectif aussi. C'est un objectif, et je pense qu'ils vont tout faire pour.
Mais plus que ça, comment on va utiliser ces budgets-là, comment on va utiliser l'image que Pour on transformer. va pour transformer, pour impacter et pour donner un vrai héritage sur ces thématiques-là. Alexandre Marc, je termine toujours ce podcast avec cette interview dans l'interview. C'est l'interview Déclic. C'est parti. Quel est le conseil que vous auriez aimé avoir au début de votre carrière ? Que je n'ai pas eu, donc, c'est ça que tu veux dire. Le conseil que je n'ai pas eu, c'est 100% des gagnants ont tenté leur chance. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Jamais hésiter, y aller, tenter. Et au pire, une déception voilà. Mais toujours c'est celui-là. Je l'ai vite compris. Je l'ai vite compris que on est dans un monde où il faut tenter. Le ou la mentor que vous auriez aimé avoir ? Le ou la mentor que j'aurais aimé avoir. Moi, j'aime bien Bill Drayton. J'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois quand j'ai fait mon étude de marché. Donc, fondateur d'Ashoka. Ouais, une personne exceptionnelle. Une personne exceptionnelle. Et qui, quand il m'écrit encore par courrier. Donc, c'est quand même... Tu te rends compte Il vous envoie des lettres. Il m'envoie des lettres. Et je suis un grand fan de cette personne. Vous ne seriez jamais devenu ce que vous êtes si ? Mes parents et ma maman en particulier, bien sûr. Je pense qu'on est vraiment le produit. Alors parfois ça peut bien se passer, parfois malheureusement c'est plus compliqué, mais bien sûr. Votre plus bel échec ? Mon plus bel échec, d'avoir perdu mon frère. Ouais, c'est un échec. Une force aussi ? Je pense que c'est une force. Je pense que c'est une force parce que ça m'a fait comprendre d'autres choses, mais c'est un échec. Vous avez réussi à le transformer positivement ? Tu dois le transformer positivement. Donc c'est un échec forcément. Une qualité essentielle pour entreprendre ? Un peu ce que j'ai dit au départ, c'est l'optimisme. Alors l'optimisme, quand tu as 20 ans, c'est plus simple que quand on a 70. Mais l'optimisme, la capacité à toujours croire que c'est faisable, qu'il n'y a rien qui est pas réalisable. Et c'est vraiment comme ça que j'ai toujours créé mes entreprises. Je me suis jamais posé la question que j'allais pas réussir. Jamais. Je me lève pas un matin en me posant la question. Pourquoi ? Parce que vous n'envisagiez pas l'échec ou parce que l'échec ne vous fait pas peur ? Non, parce que je pense qu'on peut toujours apprendre d'un échec. Et encore une fois, des micro-échecs, j'en ai tous les jours. Soyons clairs. C'est quand j'arrive pas à convaincre quelqu'un, quand j'arrive pas, ça arrive. Mais des échecs majeurs, c'est pas ça ça m'est pas arrivé. Et aujourd'hui, j'ai toujours pivoté, j'ai toujours trouvé un angle différent pour faire que à la fin de la journée, j'allais atteindre mes objectifs. Mais ça, c'est pour moi, douter n'est pas dans mon lexique. Un conseil que vous donnez tout le temps aujourd'hui ? Mais tu vas me dire, je répète continuellement, mais un conseil, ça va être partage. Donc ça va être assez simple. Mais pour l'entrepreneur, je dis souvent, essaie de définir ta mission. Et à tous, c'est quoi ta mission ? C'est quoi notre mission ? Et alors là, parlons laïque, ne soyons pas dans une mission forcément religieuse. Mais c'est quoi notre mission ? Et quand tu arrives à dire, c'est pas facile de définir sa mission. Et je pense qu'on peut mettre des années à l'avoir. Mais cette mission-là, elle est essentielle. Et quand tu arrives à la définir, globalement, tu vas travailler différemment, tu vas penser différemment. Et voilà. Et moi, ma mission, et je vous la redis, et elle était extrêmement définie, toute ma vie tourne autour de ça. Je lutte, je combats au quotidien, pour ceux qui ont moins. Et toute ma vie autour de ça. Et quand je dis ma vie, c'est les financements que je fais pour avoir de l'argent, c'est épique, c'est ma famille, c'est mes voyages. C'est autour de ça. Ma vie, ici, ça va être de continuer à combattre. Et alors, tu as combattre et combattre, mais combattre en pensant que demain ou après-demain pourra être un monde où la solidarité reviendra à une valeur. Enfin, que dites-vous à ceux qui vous écoutent et qui ont envie d'agir mais qui ne savent pas comment ? Qu'ils achètent le bouquin. Mais je le dis certainement. Tout est reversé à Epic. Tout est reversé à Epic, mais évidemment, tu le sais bien, c'est certainement pas pour gagner de l'argent, mais il y a plein d'exemples. En fait, nous, on pense que, de nouveau, cette philanthropie, cette idée d'un monde plus juste, elle est surtout pour tout le monde. Et tous les jours, je peux t'assurer, tous les jours, on a des messages qui nous arrivent. La caissière au grand patron qui nous dit « Tiens, mais comment je fais, moi ?» Et aujourd'hui, on dit « Mais c'est facile. Va voir
ton responsable ressources humaines, va voir ton patron, demande-lui de mettre l'arrondi sur le salaire. Va à ton bar et restaurant préféré ce week-end, demande-lui s'il peut le faire à la caisse. Si tu es entrepreneur, fais le partage, donne un pourcentage de tes titres, promets-le dès que tu montes ton entreprise pour que quand tu réussiras, une partie parte au bien social, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ne pas laisser une seule seconde le fait que ça ne fasse pas. Ceux qui ne pensent pas comme ça, à force de vous voir arriver, à force de nous voir arriver, avec le sourire, avec cette volonté, avec cette énergie, vont se dire, moi aussi, je devrais le faire. Et peut-être hein, que on arrivera à continuer à sauver, à changer des trajectoires. Et c'est ça qu'on doit, en tout cas c'est ce qui est chez nous important. Merci beaucoup Alexandre Mars. Où peut-on prendre des nouvelles d'Epic et de vos actions? C'est une bonne question. Donc on a différents sur les réseaux sociaux, sur epic.fondation en américain, enfin en anglais, donc c'est FOUNDATION. Et puis il y a évidemment nos réseaux sociaux, mes réseaux sociaux, donc c'est LinkedIn, Instagram, Facebook, enfin tu connais tout ça, Twitter. Donc on est sur tout ça et on essaie de continuer et surtout continuer à nous contacter, nous donner des exemples. Epic, c'est plutôt un mouvement qu'autre chose. C'est chacun peut y participer, à faire que oui, on peut dire non, oui, on peut faire, oui, on est ces acteurs du changement et pas uniquement 3 personnes tout en haut ou tout en bas. On est unis et on fait. Et puis bonne chance aussi parce que vous lancez votre propre podcast, je crois, Contre toute attente, qui va bientôt sortir, donc à guetter sur les réseaux sociaux d'Epic. Merci beaucoup Alexandre Mars et bonne route à vous et à Epic. Merci à toi. Merci beaucoup de nous avoir écoutés avec Alexandre Mars. J'attends vos commentaires sur iTunes, sur Twitter. Et si vous avez une suggestion d'invité, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne rater aucun épisode, à partager cette interview si vous l'avez aimée et encore mieux à nous noter 5 étoiles si vous avez passé un moment inspirant, ce que j'espère vivement. Rendez-vous sur notre compte Twitter pour toutes les infos, @ipositif au pluriel. Et on se retrouve très vite pour un nouvel